Aujourd'hui, je continue à penser aux fantômes. On m'en parle, ils reviennent. Je n'ose dire qu'ils me hantent. Mais je voudrais voir un peu d'où ils viennent et parler de métaphores. Il risque d'y avoir des redites avec les vidéos précédentes parce que, je crois qu'il faut le dire, ça fait quand même quelques temps que je vois ces vidéos comme des brouillons parlés, des notes que je ne relis pas parce que je relis rarement mes notes de toute façon. Et ça se met en place comme ça petit à petit, mais forcément, quand ça se met en place, ça se répète, ça ressasse. Renan redit, ça rumine. Et en fait, ces questions de fantômes, elles sont une métaphore, mais elles sont aussi un modèle de pensée. Alors ça, c'est une chose que j'ai expliqué à mes étudiants de cette semaine. La différence entre métaphore et modèle de pensée, c'est qu'une métaphore, en fait, va globalement être ornementative. Donc c'est... alors, moi, je définis la métaphore comme un mouvement d'abstraction le plus souvent ou de concrétisation, c'est-à-dire le passage de quelque chose de matériel à quelque chose d'immatériel, ou l'inverse. Ça, c'est un peu une des définitions d'une autrice des années 40. Et alors là, tout de suite, Edwige Conrad, je crois, mais je suis plus sûre, je pourrais retrouver ça. Elle est commentée par Paul Ricoeur dans La métaphore vive. Je m'étais demandé si je faisais carrément une vidéo sur la métaphore vive, mais le bouquin me paraît tellement dense et riche et essentiel, et enfin bon, voilà, je n'ai pas le souffle. La métaphore vive, en tout cas, c'est la lecture de très près de toutes les théories de la métaphore par Paul Ricoeur, jusqu'à son boss final Derrida, le Derrida de la mythologie blanche, pour proposer une autre définition de la métaphore. Et je rejoins parfaitement Paul Ricoeur, sauf qu'il oublie donc ce mouvement d'abstraction, et en fait il oublie la langue. Il oublie le travail sur la langue. Et là, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse prioritairement aujourd'hui. C'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe linguistiquement dans une métaphore? Alors il reprend, je crois que celle-là c'est à partir d'Aristote, une très belle définition de la métaphore comme une fiction condensée. Et ça marche. Mais si vous voulez, c'est notre façon de dire le comme si en le faisant advenir. Ça, c'est vraiment la définition chrétienne de la métaphore de, de Ricoeur. Le, le comme si, c'est le moment où la métaphore a une existence, mais c'est une existence qui est et qui n'est pas, et c'est là où moi je vois un fantôme. Alors ce fantôme, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps parce que je commence à rattraper un peu mes lacunes en lisant l'idéologie allemande de Marx et Engels. Alors je l'ai lu parce que j'avais lu les spectres de Marx, encore de Derrida, et j'ai bien aimé les spectres de Marx, ça m'a vraiment plu, et donc il a fallu que je revienne au texte, mais à la rigueur on peut gagner du temps en lisant directement le texte de Marx et Engels, qui est très facile à trouver en ligne, ça a été extrêmement rapide. Et d'ailleurs, je l'ai lu en une matinée de surveillance de partiel, c'est que c'est faisable. Alors, dans l'idéologie allemande, les fantômes vont permettre, ou vont être comminatoires, accusateurs. C'est ce qui ne doit pas être, parce qu'il faut, alors je caricature, mais parce qu'il faut aller vers une approche matérialiste des conditions et des circonstances matérielles, qui amène la production des idées, et si on en reste aux idées, on dissèque des fantômes, en gros. Et donc c'est Ghostbusters en fait, comme texte. C'est comment chasser ces fantômes. Moi, alors ça a été une grosse claque parce que finalement ces fantômes-là et ces études d'idées, c'est exactement ce que fait Renan dans son histoire des origines du christianisme, et plus largement c'est son projet de fonder une embryogénie de l'esprit humain. Alors, parce que il suppose un esprit humain avec des facultés qui en seraient les réalisations, mais en fait il se détache quand même assez parfaitement des circonstances matérielles de ses idées. Alors pas complètement, parce qu'il va prendre il va prendre en compte les conditions de la lecture, la création matérielle de ses livres, les réceptions des croyances, donc la psychologie, les rapports entre âme et esprit et âme et corps pour le dire vite. Donc ce qui va faire que l'on croit au miracle, par exemple, pour Renan, c'est que l'on attend le miracle et que il y a une crédulité qui aide à faire survenir le miracle.
Et finalement, le miracle, c'est d'avoir ces circonstances. Et aussi, c'est que Jésus, lui, ait une existence non seulement historique réelle, mais aussi une existence séculaire parce que son souvenir est resté, en gros. Donc, c'est absolument antagoniste de l'idéologie allemande, quoi, de ce que défendent Marx et Engels. Et dans le même temps, ce qui me manquait dans l'idéologie allemande, c'est ce moment où, et moi je me positionne comme matérialiste, hein, mais ce moment où on oublie les circonstances matérielles, etc., bon, ben on serait en train de disséquer des fantômes, ok, je l'entends, mais en même temps, ces métaphores, elles sont là. Et elles sont aussi là, dans, elles sont aussi là chez Marx. Elles sont bien là, et elles n'auront donc pas de génération de naissance spontanée, ce que l'on va plus ou moins trouver hein, chez Renan. On a un milieu, mais on n'a pas une création par quelqu'un. Ce qu'il a, alors, peut d'un côté mener à des théories du complot sur la classe dominante, etc. Évidemment, c'est plus compliqué, ce n'est pas ce qui se passe chez eux, mais aussi, il y a une espèce de co-création multiple, multi-octoriale, qui va amener des idées ou expliquer l'histoire des idées, l'évolution des idées, etc. Grosso modo, actuellement, on a la psychologie évolutionniste qui essaie d'expliquer ça en appliquant Darwin, etc. C'est ce qu'on appelle la mimétique et ça a été inventé par Richard Dawkins. Franchement, j'y crois pas, parce que là, ça devient complètement spontané. Et je pense que les acteurs, on va dire intellectuels au sens large, sont des acteurs conscients de beaucoup de choses. Qui ne sont pas entièrement conscients, mais qui sont majoritairement conscients. Donc j'ai un énorme problème avec la mimétique façon Dawkins. Bon, je connais ça assez mal, je ne vais pas développer. En tout cas, ce qui reste, c'est ce statut de la métaphore, cet étrange statut de la métaphore. Alors, donc métaphore qui peut être ornementative, mais qui peut aller jusqu'à être un modèle de pensée. Donc là, je reprends les définitions de Max Black dans Models and Metaphors, c'est-à-dire que grosso modo, la métaphore sera plus ou moins ornementative, je caricature, hein, quand le modèle de pensée, lui, il va être développé et donc il se présente comme une simplification du réel, une modélisation en fait, mais surtout, alors voilà, proposé, etc., avec un jeu d'analogie, il faut qu'il y ait une ressemblance, mais surtout dans le modèle de pensée, linguistiquement, enfin textuellement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une explication du modèle de pensée quand il n'y en a pas de la métaphore. Bon, moi c'était super parce que en fait chez Renan, on a bien une explication du modèle de pensée et de l'esprit humain. Ça va assez vite, hein, l'esprit humain. Mais de cette idée d'une embryogénie de l'esprit humain, ça on l'a dans les textes. Sauf que ces textes, les contemporains ne les avaient pas. Et en fait, il applique un modèle de pensée qu'il ne va plus expliquer dans d'autres textes. Et c'est donc une métaphore et ça n'en est pas une. Et ça, c'était vraiment un truc qui m'intéressait. Et c'est là où je me retrouvais dans cette situation au carré, où la métaphore devenait, enfin le modèle de pensée se faisait métaphore et devenait en fait de plus en plus spectral. Et ça devenait assez... c'est un truc qui m'a vraiment gênée dans mon travail. Et je pense que mon travail est solide, hein, c'est pas la question, mais c'était de... Dans les modèles que je reconstituais, finalement, je reconstituais des modèles que les lecteurs n'ont pas eus. Je ne peux pas savoir si Renan les avait en tête, mais de toute façon, l'intention de l'auteur, elle n'est qu'accessoire. Mais surtout, en fait, c'est en soi-même une autre fiction, parce qu'une autre modélisation, alors fiction hautement probable, mais que d'avoir reconstitué ce modèle des sciences naturelles telles que les comprenait Renan. Une idée de nature chez Renan, pour le dire un peu vite et un peu simplement. Et là, et donc, son modèle de pensée lui-même inclut alors, donc par les sciences naturelles, et parce qu'il s'agit d'une embryogénie, va lui-même inclure une part de fiction. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, hein, les embryons, de toute façon les stades embryonnaires, ils sont quand même toujours pas super accessibles. Il reste des mystères dans le développement embryonnaire. Mais au XIXe siècle, on n'a pas encore complètement compris ce qu'est la fécondation.
et il n'y a pas d'imagerie médicale, hein, donc la reconstitution de ce qu'est un développement embryonnaire, quel que soit l'espace, hein, est déjà, en fait, une fiction probable, une fiction scientifique. Donc tout ça, ça s'emboîte en fait. Et ça, c'était vraiment un truc que je trouvais assez intéressant parce que le modèle embryonnaire, il est, à mon avis, choisi pour, ou alors pour pas avoir une formulation qui laisse l'impression d'une intention de l'auteur, il a en tout cas l'avantage de son obscurité, de son mystère, de ses connotations, parce que justement, on ne sait pas. Alors Renan lui-même ne glosse pas sur la fiction inhérente au développement embryonnaire. Mais donc on n'a pas quelque chose de, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on aura régulièrement les obscurs développements de l'embryon, et cette topique de l'obscurité comme ça là qui revient, etc. Donc c'est le mystère qu'il essaie de dissiper et qu'il n'arrive pas à dissiper. Bon, ça c'est un peu toujours la question des origines. Étonnamment, dans ces questions, en fait, qui sont très proches des questions de génération, hein, donc de fécondation, la question même de la fécondation n'est pas tellement abordée, quand les questions d'amour et de sexualité, elles, vont avoir une place. Bon, ça, c'est vraiment pour parler de Renan. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans Renan, et Renan, assez souvent, a été un super bac à sable, et un grand bac à sable, parce qu'il se passe plein de choses, et des choses qui, d'un point de vue théorique, sont extrêmement épineuses, parce que d'habitude, quand on étudie les rapports entre faits et fiction, on n'étudie pas tellement des textes scientifiques. On va étudier d'autres types de textes, ou alors on va étudier la fiction en sciences. Mais là, c'est encore autre chose qui se passe, parce qu'il y a de la mise en récit chez Renan, et la mise en récit elle-même contient une part de fiction. Et là, c'est encore Ricoeur. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La métaphore fait advenir une idée, fantôme pour Marx et Engels, qui n'a peut-être pas sa force dans le monde matériel, encore que, hein, ils ne disent pas que les idées n'ont pas de force. Ils expliquent que les jeunes hegéliens n'étudient que les idées, sans regarder les conditions de leur production. Et cette idée donc, qui va avoir une force, on va dire, politique, philosophique, une force d'action, elle se retrouve à l'arrière-plan d'un gigantesque travail. Bon, j'ai eu du bol, hein, parce que mon sujet, c'était pile ça, quoi. Alors que je connaissais pas trop Renan quand j'ai commencé. C'est un peu réglé, ça. Mais donc, il y a ce flottement, comme ça, sur... on désosse la mécanique littéraire, stylistique, mais aussi intellectuelle. Comment ça marche, comment ça apparaît linguistiquement, et comment c'est mis en action dans la fabrique du texte, la fabrique de l'histoire, des choses comme ça. Et là, les métaphores, moi j'y vois de la spectralité, hein. Alors là, évidemment que je suis moi-même métaphorique quand je vois cette spectralité. Mais parce que ce qui m'intéresse, c'est cette impossibilité d'une ontologie pleine, ou totalement vide, hein, de ces idées ou de ces métaphores. C'est quoi une métaphore filée, mais qui est oubliée, et qui ne réapparaît que toutes les 100 pages? Une petite ornementation, des passages pédagogiques. Moi, je crois que c'est un truc qui va structurer en profondeur le texte. Et qu'il est possible de penser des écritures, alors presque à clé, mais à clé stylistique, hein, pas à clé pour identifier un tel ou un tel, mais où on aurait un... Ouais, j'aime bien faire ça. Là, le dernier, c'est... je vais décrire la matinée d'un zombie, mais on ne saura pas que c'est un zombie. Donc comment on décrit quelqu'un qui est un zombie et qui va au travail? Voilà, ça, j'aime bien faire ce genre de truc. Et comment on écrit du fantastique? Comment on écrit de la science-fiction? C'est quoi les marqueurs stylistiques de ça? Et ensuite, transférer ces marqueurs stylistiques à autre chose. Alors, c'est proche de la parodie ou du pastiche, hein, ce genre de choses. Mais pourquoi le faire? Bon, parce que les métaphores de je me suis levé comme un zombie ce matin, je l'utilise quasiment tous les 2 jours. Hein. Je suis sympa là. Mais donc, en zombie, ça veut dire quoi se détacher, par exemple? Aller vers du détachement. Je dis pas que mon texte il est bon, hein, mais
Ça, c'est des trucs qui m'intéressent bien. Et en fait, c'est finalement faire advenir la métaphore, non pas en l'écrivant, mais en suivant les implications textuelles, c'est-à-dire en la filant sans dire qu'il y a une métaphore. Et ça, c'est vraiment un truc qui me retient pas mal dans l'écriture ces derniers temps. Alors, j'ai quand même du mal à beaucoup écrire. Bon, mais parce que c'est la rentrée et parce que je suis encore un peu fatiguée, hein, tout simplement. Mais voilà, d'avoir en fait une métaphore absente au cœur du texte. Alors, métaphore absente, il paraît, j'avais entendu de ma prof d'hypocagne que une thèse aurait démontré que derrière les descriptions, ou la plupart des descriptions de Balzac, on pouvait retrouver un proverbe. Voilà. Bon, je sais pas si c'est vrai, je sais même pas de qui il s'agit en fait. J'ai recherché une fois, j'ai pas retrouvé cette histoire de proverbe. Est-ce que c'était. etc. Mais en fait, je m'en fiche que ce soit vrai ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était cette idée d'en décrivant, retrouver quelque chose qui est de l'ordre. C'est pas la sagesse populaire hein, qui m'intéresse là, ou le statut du proverbe ou du dicton, mais qu'on retrouve une formule. Et je dis pas qu'il faut retrouver une formule derrière tous les textes, je pense pas que les textes fonctionnent tous comme ça, mais en tout cas, c'est un truc que je trouve assez stimulant pour ma propre écriture et qui intellectuellement, au moment de l'analyse de texte, donne quand même un sens et une profondeur. Alors, peut-être illusoire, mais ça, après, c'est la question de l'interprétation. Hein. Comment savoir si c'est juste ou pas? Là, on est en équilibre, quoi. Là, on est vraiment, vraiment en équilibre. Est-ce que ce que l'interprète, le critique littéraire, universitaire, euh, ou la critique littéraire, met en avant comme fonctionnement de pensée, est-ce que c'est juste ou pas? En fait, même quand on demande aux auteurs, qu'ils soient d'accord ou pas, on ne sait toujours pas vraiment. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il y a des approximations et des asymptotes, c'est tout. Autre métaphore. Et ça, c'est un truc, en tout cas, voilà, qui me tient pas mal, ça. Écrire comme s'il y avait une métaphore qui était devenue réelle, sans jamais dire cette métaphore et en évitant moi-même les métaphores. Dans plein de textes, pas tous. Hein. Dans les textes narratifs, dans les textes plus poétiques, c'est encore différent. Et des fois, je sais pas ce que je fais. Je vous dis à bientôt.